Bonsoir. On va commencer cette conférence. J'ai quelques petits mots à vous dire. Tout d'abord pour accueillir Adrian Muckle, qui était là d'ailleurs dans cet amphi l'année dernière. Et où il a parlé effectivement aussi de son livre, mais sur une autre thématique que celle d'aujourd'hui. Donc, au nom du président de l'université, j'ai vraiment un immense plaisir d'accueillir Adrian Muckle, qui est à l'occasion de la sortie de la traduction de son ouvrage que je vais vous faire passer. Et je suis désolée, je vais vous demander de les remettre là après, avec toutes mes excuses. Mais en fait, ils sont tout chauds, ils viennent de sortir, et ils seront en vente, vous pourrez les trouver d'ici, je pense, 15 jours, 3 semaines. Mais pour le moment, voilà, vous pouvez les consulter. Donc il s'agit d'un travail qui a été publié en 2012 et qu'il était particulièrement intéressant pour la Nouvelle-Calédonie de pouvoir traduire. Je reviendrai très rapidement dessus. Donc Adrian est historien d'origine néo-zélandaise, il est spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il est membre du département d'histoire de la Victoria University of Wellington, où il enseigne l'histoire du Pacifique des 19e et 20e siècles. Ses intérêts scientifiques portent sur les rapports entre les ethnies dans la société coloniale et puis aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et le reste de la zone océanienne, ainsi qu'aux récentes, bien évidemment, évolutions politiques. Lors du silo, il y a eu une petite discussion autour de l'histoire, où effectivement l'importance du regard extérieur sur la Nouvelle-Calédonie et des travaux qui ont été faits par des chercheurs extérieurs ont été soulignés. Donc, il obtient son doctorat à l'Université nationale australienne sur l'histoire de la guerre, donc de 17-18. Et 2 livres sont issus de ce projet, celui-ci qui est aujourd'hui traduit en français, et un deuxième dont vous avez entendu parler en collaboration avec Alban Bensa, Yvon Kakwegoromedo, Les sanglots de l'aigle pêcheur, qui a été Alban Bensa est venu présenter son livre, son ouvrage à l'IRD entre autres. Voilà. Je voudrais juste signaler, puisque c'est très intéressant aussi bien pour les chercheurs que pour les étudiants ou pour le public, qu'Adrien travaille actuellement sur une histoire de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec Isabelle Merle, qui est rattachée au Credo à Aix-Marseille, et donc sur les pratiques induites par le régime, et pas vraiment, si je ne me trompe pas, à partir plus de la manière dont la législation a été mise en place sur le terrain et les implications pratiques, on va dire, dans la vie quotidienne, que sur les textes législatifs que Isabelle Merle a déjà en grande partie étudié dans un ouvrage qui est d'ailleurs épuisé, je crois, aujourd'hui. Voilà, et puis Adrienne est coéditaire d'un journal que tout le monde, ou beaucoup en tout cas les chercheurs devraient connaître, qui est un ouvrage majeur dans le Pacifique, qui est le journal de la Pacific History, et donc trésorier de la Pacific History Association, qui est aussi une institution pour les historiens. Alors, aux presses, là, j'accueille Adrien en tant que coordinatrice des presses. Il s'agit d'un projet déjà relativement ancien, qui était de pouvoir, bien évidemment, mettre à la disposition des Calédoniens et autres, mais en particulier des Calédoniens, cet ouvrage, ce travail scientifique. Aux presses, nous avons différentes collections axées sur les équipes, la plupart, et puis une collection un peu atypique qui s'appelle Résonance, qui est la collection dans laquelle ce livre est paru, et dont l'ambition est vraiment de pouvoir soit traduire des textes, soit faciliter l'édition de textes qui sont peu connus, mais qui intéressent avant tout la Nouvelle-Calédonie et le Pacifique. Alors normalement, devrait se trouver ici Philippe Boisserand, qui a fait un énorme travail sur la traduction. C'est lui qui a traduit le texte d'Adrienne. Et malheureusement, il a été hospitalisé et donc il était
vraiment désolé, on l'a eu au téléphone cet après-midi. Il était absolument désolé de ne pas être là, mais je voudrais vraiment marquer le fait qu'il est avec nous néanmoins présent, tellement son travail a été important et a été bien au-delà, puisque un des buts de la collection de résonance, c'est aussi de pouvoir systématiquement non seulement traduire, mais pouvoir faire davantage de recherches iconographiques, de manière à rendre les livres que l'on publie encore plus riches et intéressants. Voilà, on participait à ce projet et ça n'a pas été facile parce qu'on l'a vraiment terminé d'une certaine manière dans le rush. Éthique, qui est représentée par Christine, qui est là. Christine Roussel, je suis désolée de te donner, oui. Et donc, qui a vraiment énormément bossé toutes ces dernières semaines. Ça a été vraiment sans arrêt. Et puis, il a été imprimé par Ultimo en Nouvelle-Zélande. Et je voulais vraiment souligner la collaboration et l'ensemble des personnes qui se penchent un peu sur ce type de bébé pour arriver à la naissance. Voilà, en tout cas, un grand merci à Adrian de pouvoir nous fournir cette étude, d'avoir accepté la traduction et puis de nous en parler aujourd'hui. Ok, merci. Et merci tout le monde d'être venu ce soir. Donc, pour les remerciements, je voudrais d'abord remercier l'Université de la Nouvelle-Calédonie et ses presses universitaires et le coordinatrice Françoise Cayrol pour l'invitation de participer au silo ce dernier week-end et de présenter mon travail ici ce soir. Je tiens à remercier aussi, en son absence, le traducteur du livre, Philippe Boisseron, pour son travail attentif et prévenant à la fois sur les mots, mais aussi sur l'iconographie qui a été amplifiée dans cette traduction française. Et je voudrais aussi reconnaître le grand privilège de pouvoir parler devant la communauté directement concernée par cette histoire et son héritage, et surtout ceux qui sont les descendants des combattants et des témoins de cette guerre. Donc mon plan ce soir, c'est simple et se résume en 2 mots, la guerre et le livre. Et, je veux dire, ça fait 20 ans pour sortir ce livre en français. Ça a été une espèce de guerre aussi. Mais donc, on ne peut pas dire en Calédonie en 2018 que cette guerre de 17-18 est inconnue. Mais je pense qu'elle doit et pourrait être mieux connue. Je voudrais donc commencer en disant un peu sur le déroulement de la guerre et ses causes. Et dans une deuxième partie, je propose de réfléchir un peu sur mon travail d'historien et de remettre mes recherches dans le propre contexte en expliquant les violences réelles et les violences imaginées du titre. Donc, au cœur de mon livre est l'histoire de la guerre qui a eu lieu dans le nord de la Calédonie il y a 101 ans. Excuse-moi le français. Suite à la deuxième vague de recrutement des Kanaks comme volontaires pour l'armée française pendant la Grande Guerre. Cette histoire examine les conditions du déclenchement de la guerre dans une première partie, son déroulement dans une deuxième partie et son héritage dans une troisième partie. Dans l'espace et le temps, l'histoire de cette guerre est assez simple à suivre. Elle est déclarée ouvertement à un lieu dit Tiamu, à l'intérieur de la réserve de Konyembo, le 28 avril 1917, par le chef du service des affaires indigènes, Alfred Fourcade, contre le petit chef de Tiamu, Noël. Le tout dernier catalyseur est une souricière tendue par Fourcade à Noël lors d'un pilu organisé pour réconcilier Noël avec le chef de Konyembo et apaiser un conflit qui avait émergé pendant le recrutement de tirailleurs. Donc, je montre ici, l'image est déjà bien connue, Noël de Tiamu.
Et la carte ici nous montre Konyembo, la réserve, vous le verrez là, et Tiamu à l'intérieur de la réserve. Le conflit entre Noël et le chef de Konyembo, c'est assez simple, c'est un conflit lié directement avec la constitution des réserves. Le fait est que le chef de Konyembo n'habite pas à Konyembo. Le chef de Konyembo habite à Bako, Tchombalaka. Et Noël est en litige avec ce chef à cause des menaces qui ont été proférées pendant le recrutement pour la guerre. Mais pour faire court, Noël a été averti de la souricière du plan de Foucade de l'arrêter et donc il refuse de se présenter à Foucade, mais nague les soldats dans une scène restée célèbre où lui et son frère Y se moquent ouvertement des Blancs et montrent leurs fesses en haut de la colline. Foucade prend en otage les 17 danseurs venus de l'intérieur envoyés par Noël. Et la guerre démarre avec cette phrase déclarée par Foucade: « Puisque Noël veut la guerre, eh bien, il l'aura. » Je ne vais pas insister ici sur le détail de toutes les actions qui se déroulent en avril 17 et janvier 18. Je vous rappelle seulement qu'au début, en mai et juin, les guerriers kanak procèdent par raids sur des stations isolées, des habitations ou des lieux de mine, notamment le Copeto, au cours desquels des colons et travailleurs engagés sont tués ou blessés, les maisons brûlées et les armes volées. Pour leur part, les détachements militaires, aidés d'abord par les partisans kanak de la région et des colons volontaires, organisent plusieurs expéditions. L'attaque à la mitrailleuse contre les gens de Netchout le 1er juin 1917 est encore aujourd'hui présent dans les mémoires, ainsi que la fuite et dispersion qu'un caillou stèle rappelle aujourd'hui sur le plateau de Tongo, sur le Koné Tiwaka. En juin, les attaques se déplacent. Donc, en avril-mai, la guerre se concentre dans la région de Koné Point But. Mais en juin, les attaques se déplacent dans le Tipengé sur la côte est. D'abord, la guerre est arrivée sur la parole avec la rumeur et les avertissements. Puis, c'est les attaques sur les propriétés abandonnées. Éventuellement, le 16 juin, les colons libres, Pépin, le couple Gressin et un travailleur javanais sont tués par une petite bande de guerriers, sémant la panique sur la côte est de la Grande Terre. À partir du 14 juillet, date symbolique, les actions principales de la répression sont conduites par les colons d'auxiliaires accompagnés des militaires. Ils procèdent à la technique classique de la razzia, détruisant tout sur le passage. L'expédition dans les vallées de Amor, Koné, Pamalé, Tipengé entre le 14 juillet et le 11 août provoque la destruction de plus de 180 habitations, ainsi que le jardin et système d'irrigation, la capture de plusieurs femmes et enfants et la mort de 23 hommes et femmes. Entre juillet et novembre, 300 personnes des tribus dites rebelles se sont rendues dans les tribus neutres de la côte est, Tiwaka, Amoa, Poi, Tiendanit. Mais les meneurs supposés ne sont pas de leur nombre, et pendant que les pourparlers sont entamés avec quelques chefs, la guerre continue. Alors que la guerre se déplace sur Hienghène en octobre et décembre, entre octobre et décembre, la répression s'accentue avec le mort de 16 hommes le 16 décembre à Tendo et une trek d'une quinzaine de jours organisée sous une pluie battante dans les environs de Kulna. La mort de Noël de Tiamu le 10 janvier et l'arrestation de son frère Y, de sa femme et des principaux chefs sonnent le glas de la révolte. En mars 1918, plus de 250 personnes se trouvent emprisonnées à Nouméa.
Donc, je vais passer la carte là, donc juste pour expliquer un peu cette carte-là, les flèches nous montrent un peu la direction de la répression de la guerre. Donc, les flèches représentent les principales actions militaires entre mai 17 et la fin de la guerre en janvier-février 18. D'abord, les attaques concentrées dans la région de Koné, point but, puis la grande expédition qui part de Pointe-du-Mier, montant le Tiwaka et Amoa, la vallée d'Amoa plutôt, et redescendant par Pamale et Tipengé. Et plus tard, la répression dans la vallée de Hienghène et au nord vers Vaud et Poépin. Donc, les principaux acteurs de la guerre de 17 sont relativement bien connus. Du côté des autorités françaises, le gouverneur par intérim Jules Répiquet, le commandant militaire Bernard Durand et le chef du service des affaires indigènes de l'époque Alfred Fourcade, et le géomètre et chef du service topographique Nicolas Retzel. Il y a aussi des gens comme Gaston Bécu, l'adjudant en charge de la poste de Hienghène entre avril et octobre 1917, qui nous a rendu ces aquarelles représentant un réserviste et un tirailleur kanak de l'époque. Les forces à leur service réunissent des colons récemment mobilisés pour la guerre de 14, ainsi que les tirailleurs kanak et tahitiens, volontaires indigènes, auxquels s'ajoutent vers la fin de 1917 les soldats missionnaires de retour de la guerre en Europe. On trouve aussi une quarantaine de colons et éleveurs qui ont répondu à l'appel du 12 juin 17 pour monter des équipes de volontaires à cheval. Parmi eux, Henri Salomon, Raoul Duyère, Joseph de Balman, Paul Barada et Jean Badet. On trouve aussi le condamné Merol en cours de peine, le libéré Rocco Lapresti, pêcheur de Koné, et le relégué indo-chinois Tran Pan Lai. Parmi les Kanaks recrutés pour servir d'appui aux soldats, on trouve des volontaires recrutés à proximité dans la région, originaires des tribus de Koné, de Vaud et de Tipengé. Parmi ces volontaires, Ferdinand de Tiawe, le fils du petit chef, du boss de Noélie et Néa de Wanash sont les plus connus. Il est à noter que ces volontaires sont appelés à l'époque partisanes par les autorités coloniales, ce qui crée une certaine confusion pour le lecteur aujourd'hui, car le mot partisan est désormais étroitement associé à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre catégorie, c'est les auxiliaires. Les auxiliaires, enfin, sont recrutés plus officiellement dans des régions géographiques plus éloignées du théâtre des opérations. Par exemple, de Bai à Pointe-du-Mier, de Poneriouan, de Wailu, de Burai, de Canala et de Kuawa. Voici donc les catégories coloniales qui sont essentielles pour comprendre comment la répression est organisée et comment les archives et le silence ont été constitués. Soldats, tirailleurs, auxiliaires, partisans, volontaires. Les archives concernant les auxiliaires sont denses, celles concernant l'armée moins denses et celles concernant les volontaires et partisans presque inexistantes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas beaucoup sur les actions des volontaires et des partisans, on sait beaucoup sur les actions des auxiliaires, et pour les actions des soldats, il y a de grands trous dans les archives pendant plusieurs semaines et mois de la guerre. Je vais passer sur ce slide-là. Ça, c'est notre manière de représenter les choses qui vient d'une poésie kanak écrite après la guerre. Tous les flotteurs sont au complet et nombreux aussi sont les raccords. Les Tchemuki sont un flotteur, les Blancs sont d'autres cordes et les Adieux un autre bout et Maré l'autre extrémité, les Paichi milieu du fillet.
Donc, c'est la chasse aux poissons, si vous voulez. Donc, voici donc les catégories coloniales, mais pour présenter les adversaires, nous avons un problème de langage. Comme l'a dit un nata protestant en 1918, on n'a que des mots de blanc, rebelle et sauvage. Et à ces mots, je dois ajouter tribu, chef et les prénoms simplifiés, voire déformés. Le problème, c'est que ces termes cachent d'autres réalités sociologiques. Chefferie, famille, clan, hiérarchie, les chemins de l'alliance. C'est un problème que je ne prétends pas d'échapper moi-même, mais je le signale pour vous avertir. Disons simplement que dans chaque théâtre de la guerre, Koné, Tipengé et Hienghène, divers individus ont pris une importance particulière aux yeux des autorités et que derrière chaque individu se trouve une communauté, une chefferie, une hiérarchie. Aux yeux des autorités, c'est Noël de Tiamu, son frère Wai et Poindé Apengu de Paula Netchout. Ces hommes-là sont trois des guerriers les plus connus de la région de Koné. Mais parmi les vieux, généralement considérés comme à l'origine de la mobilisation des guerriers, on trouve aussi Atea Sergent de Pamalé, Tu Unin de Netchout et le Jao ou Devin de Tiwaka, Maurice Paitu. Quand la guerre se déplace vers la vallée de Tipengé, d'autres individus font leur apparition sur le devant de la scène. Point Mwangu de Naumendu, Kafayat et Kamboa de Wenkut à Tipengé. Dans la phase finale de la guerre, d'autres personnages émergent. Ti de Poipai au nord de Vaud, Mandia de Tiendenit et Goa de Tendo. Et lors du procès, le chef de Hienghène, Louis-Philippe Boirat, qui a longtemps affiché sa neutralité, se trouve accusé d'être à l'origine de la guerre. Il aurait envoyé une monnaie de guerre 2 ans auparavant au chef de Tipengé et Pamalé et par extension Koné pour les inviter à la guerre contre les Blancs et a ainsi vengé son arrestation et celle de son oncle en 1897. Cette explication, une vengeance lancée par le grand chef de Hienghène, fut longtemps mise en avant pour expliquer finalement le déclenchement du conflit. Mais les causes du conflit sont plus profondes et plus diverses et complexes. Donc je voudrais montrer un peu comment les gens se sont expliqués le conflit à l'époque. D'abord, si le gouverneur répiqué signale parmi les causes occasionnelles les rivalités entre groupements indigènes, par exemple le conflit entre Noël et le chef de Konyembo. Il évoque aussi les violences et les pressions qui accompagnent le recrutement forcé des volontaires, kanak pour le front français. Ce même répliqué n'hésite pas de parler du réveil du nationalisme kanak qui chercherait à secouer le joug de l'envahisseur. Il accuse les colons d'être les véritables ennemis des kanaks par la violence, mépris et racisme, au contraire d'une administration dont il vante la bienveillance. Pour son chef du service des affaires indigènes, Fourcade, le conflit n'est que le révélateur d'un antagonisme quasi naturel et indélébile. Je cite, « Les indigènes sont noirs et nous sommes blancs. Ils sont les premiers occupants et nous sommes venus nous installer chez eux. » Fin de citation. Quant aux colons, ils se défendent en accusant l'administration d'être responsable de la guerre à cause de l'agressivité de sa politique indigène. Voici la déclaration d'Auguste Henriot de Baco. Le mécontentement, je cite, « Le mécontentement kanak ne provient pas des colons. C'est le maréchal des logis de gendarmerie, M. Legrand, qui a fait plus de mal que 10 mauvais colons. Le système de police indigène a mécontenté les Kanaks. Les colons, en tout cas, n'ont pas mené la répression. Ils n'étaient pas à Tiamu, à Poinaki et à Netchout. Nous ne sommes pas responsables des négociations qui ont abouti à l'éclosion d'une révolte fomentée depuis longtemps. Les colons ne sont pas davantage responsables du mécontentement des Kanaks, qui reculaient comme à plaisir dans les montagnes, ne sont en rapport avec les Blancs que lorsque forcément l'une des parties doit être mécontente, c'est-à-dire
pour le travail. Comme en Rio, pas mal de colons sentent de la vie que l'administration avait manqué de la fermeté. Mais il y avait autre point de vue. Pour le père Maurice Chaboisier à Koné, c'était simplement que les Kanaks voulaient le respect et la justice. Pour Roger Gressin, le fils du couple tué à Weyhava, les causes principales étaient le bétail et le recrutement par force des tirailleurs. Selon le stockman Guichard, si l'on n'avait pas arrêté les 17 indigènes à Tiamu, il ne serait rien arrivé. Quelques témoins insistent sur la possibilité d'un complot. Le gendarme Rubaud déclare au procès, il est le gendarme à Point-But à l'époque, il déclare au procès que les événements qui avaient conduit à la guerre auraient été provoqués pour maintenir les mobilisés dans la colonie. En avril 17, une enquête militaire avait établi qu'un colon mobilisé, François Heuvrette, avait dit « C'est bien ennuyant d'être mobilisé et je donnerai bien 100 francs pour que les Kanaks descendent de la montagne et nous empêchent de partir. » Impossible à dire si il ou un autre a mis l'idée en action, mais il est à noter que cet avis a peu duré. D'après l'archevêque Chanrion en 1928, je cite, il est assez connu à Koné que des rebelles de la rivière avaient été payés par un Européen notable pour qu'il fasse la guerre, ce qui devait lui éviter d'être mobilisé et peut-être envoyé en France. Fin de citation. Plusieurs témoins au procès ont insisté aussi sur les actions des Kanaks et la possibilité d'un complot organisé ou inspiré par le grand chef de Hienghène. Pour le colon Édouard Lecomte, la cause de la guerre est un ordre donné par le chef de Hienghène. Je cite déjà en 1915, le grand chef de Hienghène, Dewey, aurait dit au petit chef T de se révolter contre les Blancs. Et lorsque l'administration fit procéder au recrutement des tirailleurs, les chefs et les vieux disaient « Nous ne voulons pas donner de Kanak ». À la fin du procès, les déclarations faites par Mandia et Kalen de Tiendenit, 2 hommes de Tiendenit, et par Quito, la femme de Cafayat, le chef de Tipengé, pointent aussi vers le grand chef Dewey de Hienghène. Selon Kalen, ce chef avait donné cet ordre pour venger son arrestation et celui de son oncle, le grand chef précédent, en 1897. Selon Mandia de Tiendenit, Dewey et Cafayat avaient conspiré contre le chef Néa de Wanash et un autre chef qui s'appelle Pei. Dewey avait fait passer l'ordre à Cafayat par l'intermédiaire de Mandia de Tiendenit lui-même. Mais la dénonciation par une des femmes de Kanak est de loin la plus fameuse. Elle a éclipsé toutes les autres explications dans l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Je vais laisser lire sa déclaration. Donc, il sera évident que ces explications nous disent plus sur les luttes politiques locales que sur la guerre elle-même ou les conditions dans lesquelles elle a éclaté et déroulé. Mais ces enjeux ou luttes font partie intégrale de la guerre et sa suite aussi. Nous voyons les efforts d'exonérer certains individus ou groupes et les efforts de détourner le blâme. Administration, colon, chef de Hienghène, chef de Tipengé. Il y avait un conflit aigu entre l'administration et les colons et entre certaines chefferies et les clans. Chacun de ces avis a son élément de vérité, mais celui qui est le plus parlant pour moi est celui du Nata Théambai, qui était le Nata à Noélie, à côté de Koné à l'époque. Et c'est lui qui a écrit la première histoire de la guerre, vers 1918 ou 1919. Ça s'appelle « Histoire de la guerre du côté de Koné », traduit ici du Paichi en français. Il dit « À propos de femmes, tirailleurs, boissons, pilules, capitation, plis, lorsqu'ils prennent les noms des gens, ils mélangent les blancs et les noirs. Ils sont furieux de cela. Nous sommes des noirs, nous ne voulons pas aider les blancs, ni ces gens-là, en mélangeant les noms. Alors les bruits de guerre augmentent, disons, il faut qu'il y ait des gens qui aillent en France pour s'y battre.
Alors les gens refusent, se docissent, sont furieux contre le chef, la police et les Blancs aussi. Nous ne savons pas très bien le début, mais cela s'est passé à Konyembo et Tiamu. Donc la traduction en français est sans doute rudimentaire, mais ce que Tayambai nous montre est qu'il y avait une résistance à la colonisation et à l'administration coloniale, ainsi qu'à ses pratiques. Et cette résistance s'est superposée ou s'est entremêlée aux divisions et rivalités locales exacerbées par la colonisation. En bref, il nous aide à voir que la guerre ne fut pas essentiellement une révolte sauvage, ni un choc inévitable entre les races. Elle avait un contexte régional et humain, et les événements sont plus aisément intelligibles si on les met en relation avec les antagonismes locaux, les alliances, les migrations, la répression coloniale, la colonisation et la politique indigène de l'époque, y compris le recrutement pour l'armée en 1917. Et donc, voilà une partie de l'histoire. Je me permets maintenant de revenir sur le titre du livre et mon regard particulier sur la guerre de 17. Chaque histoire, en effet, a son propre contexte de production et son propre analyse. Une des choses qui distingue la mienne est l'analyse de ce que j'appelle en anglais les spectres of violence, et en français, violence réelle et violence imaginée. Ce ne sont pas les actes de violence toutes seules, ce sont les différentes façons dont les violences du passé ont été rappelées, mobilisées ou agitées à intervalles réguliers dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, avant, pendant et après 1917. Ces synonymes sont peut-être la mémoire de la violence coloniale chez les Kanak, l'ombre de la révolte kanak chez les colons. Donc, d'où vient le titre d'abord? Spectres of Violence est d'abord le titre abrégé de ma thèse de doctorat, commencée en 1998 et soumise en 2004. Le mot-clé spectre, ou spectres en anglais, s'est présenté dès le début dans le titre provisoire de mon projet de thèse, ici en anglais, The Spectre of Revolt, Violence and Non-Violence, 1917 and 84-88 as Colonial and Anti-Colonial Strategies and as Elements in the Construction of Identity amongst Melanesians and Europeans in New Caledonia. Bien que trop long, ce titre montre mes préoccupations initiales et notamment la question des liens entre les discours coloniaux, les pratiques de la violence et la formation des identités ethniques. L'hypothèse concernant la présence et le pouvoir du spectre of revolt y est évidente. L'une des questions de base était considérer la mémoire de la violence, l'ombre de la révolte et son effet sur les stratégies adoptées en 1917 et en 1988, les événements. Il y avait également une volonté affichée d'examiner cette question d'une manière équitable, de jeter un regard de chaque côté de la frontière coloniale et de réfléchir sur l'héritage de la violence coloniale. L'autre mot-clé du titre est la violence. Mes recherches sur 17 s'inscrivent dans une tentative d'analyse des dynamiques. S'inscrivent dans une tentative d'analyse des dynamiques historiques de la violence propre au contexte colonial français et mélanésien au moment de la Première Guerre mondiale. Dans cette analyse, les divers conflits et tensions autour de l'utilisation de la violence, y compris ses évocations spectrales, mettent en lumière les intérêts divisés des groupes en présence. Ces questions et préoccupations reflètent les tendances historiographiques des années 1990. Il y avait à cette époque une recherche chez les historiens du Pacifique pour des histoires coloniales qui résisteraient aux analyses homogénéisantes et aux démarches essentialistes ou réductrices dans le traitement des groupes ou cultures en présence dans les situations coloniales. Il s'agissait de prêter attention aux perceptions divisées
aux perceptions et intérêts divisés des indigènes et européens et autres, et de reconnaître jusqu'à quel point le passé, l'histoire et ses sources sont intéressés et contestés. En conséquence, mon étude de 17 n'est pas l'étude d'une guerre, mais de plusieurs. J'y montre comment on peut comprendre 17 comme une guerre entre les Kanaks et les forces de la colonisation, et comme une ou plusieurs guerres entre les chefs de Koné, Tipengé et Hienghène, et comme un conflit entre les autorités coloniales ou administratives et le sujet. Ce n'est pas une histoire centrée sur une figure héroïque, bien qu'il y avait des héros chez les Kanaks, il y avait Noël et Wai, chez les colons, il y avait Barada, par exemple. Ce n'est pas une histoire nationaliste non plus. C'est une histoire qui cherche à résister à la tendance d'interpréter la guerre et les actions des rebelles seulement en termes culturels, comme l'expression d'une sauvagerie démodée ou désespérée, comme c'était le cas dans les années 30 ou 40, ou bien plus récemment. J'en suis eu. Cette citation est tirée de l'ouvrage du missionnaire Maurice Lénat. Et c'est un bon exemple de cette manière de porter un regard très négatif sur la guerre, vu sur son aspect culturaliste. Je ne vais pas le lire, mais il est là. Enfin, la dernière partie, lutte sans plan et sans espoir, spasme des tenants d'une orthodoxie périmée. Au cours de mes recherches, j'ai abandonné le projet d'étudier les événements qui étaient, au début, j'allais faire 17 et les événements ensemble. Donc, j'ai abandonné cette idée pour me focaliser sur 1917. Mais ma préoccupation pour la notion du spectre est restée. On remarquera cependant que dans le titre final de ma thèse, j'ai mis l'accent sur la pluralité des spectres en présence et sur les violences coloniales plutôt que seulement la révolte kanak. Mes recherches sur les rapports entre administrateurs colons et kanak dans les décennies avant 17 avaient confirmé la présence et le pouvoir de la peur et de la violence. La peur des colons en ce qui concerne la possibilité d'une révolte et la peur des kanaks en ce qui concerne l'arbitraire et la répression coloniale. Dans l'évocation de ces spectres chez les Européens, une tension structurelle était également discernable. De une part, il y avait la mobilisation du spectre de la révolte par les colons. D'autre part, il y avait les efforts de l'administration pour minimiser la menace ressentie ou exprimée en la remplaçant par un autre spectre, celui de l'indigène violent mais contrôlable ou celui du mauvais colon. La possibilité de la révolte, de la violence kanak, était un outil exploité régulièrement par les colons dans leur rapport avec l'administration pour être mieux protégés et s'assurer que les kanaks restaient sous le joug de la gendarmerie. Au cœur de cette tension était la violence de la colonisation de peuplement, avec le cantonnement des kanaks et les débats l'entourant. Ce n'est pas un hasard si le gouverneur Fayet, le champion de la colonisation de peuplement libre, a exprimé devant le Conseil général en juin 1901 le besoin de tuer le fantôme kanak et pour cela de dissiper le malentendu déjà ancien qui pèse sur nos relations avec les indigènes. Fin de citation. Selon Fayet, parce que, je cite, parce que le kanak est resté dans la Grande Terre un sauvage, on se le représente trop souvent et à tort comme un être peu accessible à la raison et que les circonstances peuvent facilement ramener aux instincts féroces de sa race. Fin de citation. Ce discours est livré après la guerre dite des Tuo et Poi en 1901, un conflit qui n'aurait pas eu lieu selon Fayet si on connaissait bien les indigènes. En d'autres termes, pour que la colonisation libre puisse procéder paisiblement, il fallait mettre fin à la tendance qu'avaient les opposants
d'agiter ou de manipuler le spectre de la révolte indigène. Mes recherches sur la guerre de 17 en elle-même n'ont fait que renforcer l'analyse selon laquelle les craintes mutuelles ou réciproques avaient joué un rôle important dans le déclenchement et le déroulement du conflit. Dans la première partie du livre, je montre à quel point kanak et colons craignaient la violence de l'autre et comment le spectre de la révolte kanak chez les colons et le spectre de la violence coloniale chez les kanaks avaient contribué au déclenchement de la guerre à Tiamu en avril 17. J'explique comment les menaces, les réminiscences de violences antérieures et les rumeurs ont donné lieu à des actions du camp adverse et influencé la façon d'engendrer de nouvelles violences. L'analyse s'étend aussi à la légitimisation de la violence pendant et après la guerre. Les administrateurs et les kanaks ont justifié leurs actions en se référant au spectre de la violence et au fait que la possibilité de violence indigène a été manipulée et invoquée pour légitimer des actes d'agression coloniale. Dans les archives coloniales, je souligne coloniales, ce sont les spectres de violence vus par les colons militaires et administrateurs qui sont les plus visibles. Mais il ne faut pas négliger la peur chez les kanaks de la violence coloniale dans toutes ses formes, y compris l'arbitraire de l'administration. L'un des thèmes clés dans l'histoire de 17 est que les kanaks et les colons aient tous été en proie à la peur de la violence de l'autre et que chacun ait été capable d'induire le sentiment de peur chez l'autre. Et la citation vient de moi, traduit maintenant en français. C'est très bien de pouvoir utiliser la version française. Donc, cette peur est particulièrement évidente dans le dossier concernant le comportement d'un petit chef nommé Poindé Apengu au moment du recrutement des tirailleurs en février-mars 17. Selon le syndic des affaires indigènes, le brigadier Faure, je cite, « Il fallait voir la physionomie de Poindé pour se rendre compte qu'il avait réellement une peur intense de l'arrestation. » À l'annonce de sa convocation, Poindé lui a répondu « Dites-moi s'il y a quelque chose de mauvais pour nous. Si vous devez m'arrêter, dites-le moi. Cela me rend malade de ne pas le savoir. » Après la guerre, dans ses déclarations en prison lors de l'instruction, Poindé a révélé la source de ses peurs, les conseils proférés par les anciens de se méfier de l'administration. Je cite, « Tu ne vois pas juste, me disait un autre, tu as confiance dans les Blancs, mais il faut te souvenir de ce qu'ils ont fait à Aman de Poi, à Mwamba de Poya, à Tu de Wehava. Il y a plus longtemps encore, les indigènes avaient brûlé une église dans la région de Wagap. Les soldats intervinrent, fusillèrent plusieurs des nôtres et le surplus disparut. Tu te figures peut-être que c'est parce que tu as des galons que l'on t'épargnera. Tu te trompes, le gouvernement fera avec toi comme il a fait avec les autres. » Il n'est pas nécessaire de chercher loin dans cette déclaration pour y voir l'autre côté de l'histoire de la violence coloniale, remontant à Wagap dans les années 1860, qui prend notamment l'arrestation par surprise du chef Aman en 1908 et le chef du Weyava en mars 1917. Les arrestations par surprise avaient contribué à la peur intense manifestée par Poindé devant Faure. Ce que Poindé n'avait d'ailleurs pas dit, c'est que son propre père, Tu Unin de Netchout, avait été la victime en 1909 d'un assaut brutal par le colon Léon Lecomte, au cours duquel Tu est devenu le borgne. Également borgne dans leur volonté de ne pas punir cette violence. Les colons, également borgnés dans la volonté de ne pas punir cette violence, les colons refusent de condamner Lecomte à son procès. Selon le directeur des affaires politiques et administratives au ministère des colonies, il semble ressortir de cette affaire, à mon avis, que les actes de violence commis sur des indigènes ne sont pas appréciés par le jury avec toute l'impartialité
désirable. Au cours de 17, presque chaque action avait sa propre histoire de la violence, un peu comme celle-ci. Dans le cas de Poindé, on peut voir en arrière-fond les violences coloniales de la part de l'administration et des colons. Dans d'autres cas, on peut voir les effets des violences et menaces kanak sur le comportement et action des colons, administrateurs et militaires. Pour donner juste un autre exemple, côté colon, un cas notable est celui du gérant de la mine Copeto, Schmidt. Dans les semaines avant le déclenchement de la guerre, le 28 avril, Schmidt est parmi les colons de Koné et Point-But le plus convaincu qu'une révolte kanak se prépare. Il demande aux autorités l'arrestation de certains chefs, y compris Poindé, et agresse des hommes qui approchent sa mine. Ces actes d'agression sont devenus en leur tour des justifications. Les Kanaks, un des hommes arrêtés par Schmidt à la mine, avait même écrit directement à Poindé pour l'avertir qu'il serait abattu s'il approchait de la mine. Et Poindé avait ensuite raconté au Natawakasene que ce qu'il a fait à Copeto, il l'a fait à cause de M. Schmidt, que le commandant a écouté. Et il est également significatif que des personnes comme Schmidt aient connu la violence kanak aussi. En 1913, Schmidt lui-même avait été victime d'une série d'attaques kanak dans la région de Koné. Donc, je voudrais terminer en évoquant les manifestations du spectre de 1917 au cours du XXe siècle. Et ce n'est pas vraiment une partie du livre, mais ce sont des choses que j'ai appris un peu après. Dans le dernier chapitre du livre, j'examine la mémoire et l'historiographie de 1917 pour montrer comment elle s'est imposée dans les mémoires comme la dernière des révoltes kanak jusqu'aux années 80. La guerre de 17 a été traitée comme un événement minime dans la mémoire coloniale publique, resté dans l'ombre et marginalisé. Après le procès des rebelles en 1919, il y avait une forte volonté de passer ces événements sous silence. Ce silence s'explique par l'ombre de la guerre mondiale, par le traumatisme subi chez les Kanaks et chez les colons, et par le rapport de force dans l'après-guerre. Pour se protéger des représailles, les survivants Kanaks ne voulaient pas dire plus que nécessaire en public. Comme Jean Chénaud l'a fait remarquer en 1987, pour les Kanaks, l'histoire de la colonisation est une histoire souterraine. Son silence était celui de l'intériorisation dans la durée, mais non celui de l'oubli. Il ne s'est brisé que tout récemment avec le réveil du mouvement indépendantiste. En général, les colons, administrateurs et missionnaires ne voulaient pas soulever les questions qui mettraient en cause leur propre action ou celle de leur ouai. Donc c'est dans la zone d'ombre créée par ce silence que l'on voit surgir le spectre de 1917 lui-même. Comme les spectres de violence d'avant et pendant 1917, il prend des formes multiples et se manifeste en plusieurs genres de représentation coloniale aux fins différentes. Il puise également ses forces dans les rumeurs et les on-dit sur la guerre et ses causes. Entre les deux guerres mondiales, les évocations de 17 servent surtout comme argumentaire sur un champ politique et administratif dominé par les colons et l'administration locale et métropolitaine. Il se manifeste dans les rapports entre l'administration locale et Paris sur la politique indigène. En 1922, il sert de justification pour le prolongement de l'indigénat. Selon le gouverneur répliqué, la dernière rébellion qui fut marquée par les actes de sauvagerie des naturels des circonscriptions de Koné, Point-But et Vaud est trop récente pour que l'on puisse songer à affranchir les indigènes sans danger pour la sécurité intérieure de la colonie, de la tutelle à la fois ferme et bienveillante
de l'autorité locale. Jusqu'à la fin de l'indigénat, cette possibilité de la violence sur le part des Kanak va servir de prétexte au maintien du régime. Dans les années 20, 1917, reste aussi un contentieux entre les colons et l'administration. L'administration cherche à minimiser sa propre responsabilité et les colons, comme en Rio, protestent contre, je cite, la tendance à mettre sur le compte des colons les causes de la guerre. En février-mars 1925, le journal se disant le mieux informé le plus répandu, le Bulletin du commerce, a publié une série d'articles sur les événements calédoniens de 17 à 25. L'enjeu immédiat est une proposition visant à rendre les colonies responsables financièrement pour les inspections coloniales. Inspection bien connue en Calédonie pour le faute dénonciation de la violence administrative. C'est une mesure critiquée par l'éditeur du bulletin qui cherche à mieux informer le ministère des colonies sur ce qui s'est passé en 1917. Je cite, « Si nous revenons sur un passé déjà lointain, c'est parce que nous avons la profonde conviction que ces événements ont influé considérablement sur la situation morale et économique du pays, entraînant le profond discrédit qui s'est attaché à tout ce qui est calédonien au sein du ministère des colonies. Ici donc le spectre est l'image défavorable de la Calédonie que la guerre est supposée avoir créée à Paris. » Et donc, je ne vais pas poursuivre tous les exemples, mais dans la conférence que j'ai donnée ici en novembre l'année dernière, j'ai exposé plus longuement sur les divers spectres et évocations de 17 dans l'après-guerre. J'ai décrit les observations du missionnaire Ray Lescure dans les années 20-30 sur l'optique kanak de la guerre et les souvenirs de Maurice et Jeanne Leinhardt lors de leur retour en 1939. J'ai raconté l'argument ou bagarre qui a eu lieu dans un débit de boisson à Païta en 1934 entre Auguste Desbiens et le gendarme Louis Plante sur le sort des archives de l'adjudant Durand. Et j'ai noté le point de vue de l'archevêque Chanrion sur le complot européen. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le spectre de 1917 est mobilisé d'une façon plus romanesque dans les livres destinés aux soldats alliés. On y dépeint la guerre comme un exemple récent et séduisant du cannibalisme des mers du Sud, tout en minimisant son ampleur et mettant l'accent sur l'absence de tout danger contemporain. Mais presque au même moment, tandis que les Kanaks sont sur le point d'être libérés de l'indigénat et de devenir citoyens, on continue de rappeler les événements de 1917 pour mettre en question la légitime résistance kanak aux excès du régime de travail pendant la guerre. À point but, le syndic des affaires indigènes remarque que vu le mécontentement causé par les réquisitions de travailleurs, le jour comme en 17, la carotte circulera indiscrètement dans les tribus. Les indigènes de la circonscription ne seraient pas les derniers à se rallier au mouvement, ni à partir. À ce moment-là, la casse sera inévitable. Pour justifier cette évaluation, le syndic évoque le sort des colons tués dans la forêt plate en 1917, la sauvagerie de leurs tueurs et le fait que plusieurs personnes de la région de Point-But ont été condamnées aux travaux forcés en 1919. En 1953, c'est le même spectre que le chef du service des affaires indigènes et le capitaine de gendarmerie ont dû poursuivre autour du nord de la Grande Terre entre 6 et 10 juin. La mission est de faire le point sur les rumeurs qui circulent à Nouméa sur l'éventualité d'incidents à l'occasion des fêtes du centenaire. Il détermine que ce ne sont que des bruits tendancieux. À la source de la rumeur sont les dires d'un ancien tirailleur de Koné, mais c'est un, je cite, vieux colon éleveur à l'esprit dirons-nous quelque peu colonialiste, fin de citation, qui a répandu des bruits alarmants.
Apprécié à la lumière de l'histoire de 17, cet épisode en 1953 a aussi un côté piquant dans son lien direct avec la guerre de 17. Le vieux colon éleveur qui a dramatisé un peu trop les propos de l'indigène se nomme Barada. Et c'est vraisemblablement le même colon éleveur Barada qui a joué un rôle central dans les événements de 1917. Le 5 avril 17, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, c'est Barada qui a alerté les soldats volontaires de la région de Koné, rassemblés pour leur départ, d'une possible tentative par les Kanak d'attaquer le village de Koné, contribuant à la panique dans la région. Le même jour, c'est son beau-père, le maire Jacques de Koné, qui a demandé sans succès la suspension de la mobilisation. Plus tard, c'est Barada qui a organisé le groupe de colons volontaires à cheval pour participer à la répression et qui est devenu le héros du bulletin du commerce pour son énergie au cours de la répression. Et à la fin, c'est le même Barada qui aurait été, selon Leinhardt, condamné à mort par les Kanak pour avoir brûlé des centaines d'habitations en brousse pendant la guerre. Donc, cette brève présentation de la guerre, les violences réelles et les violences imaginées avant, pendant et après 17 est loin d'être exhaustif. C'est impossible de résumer dans une conférence. Mais il n'y a aucun doute que ces spectres ont également surgi lors des événements des années 80, dans les évocations pro- et anti-indépendantistes de ce qui s'est passé en 1917. Et les événements ont généré le propre spectre qui continue d'exercer une influence sur la représentation contemporaine des questions de sécurité ou d'ordre public en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas le seul de voir de tels spectres. Ils sont une partie de l'héritage des interactions coloniales. Ils appartiennent à une famille de discours coloniaux qui ont été mobilisés pour justifier la colonisation, la violence et la dominance coloniale. Ils ont été nourris et mobilisés par les Kanak eux-mêmes comme l'arme des faibles pour intimider et mettre les colons sur leur garde. Mais ils sont souvent l'expression d'un très fort sentiment de dépendance de la part des colons et de leurs descendants vis-à-vis de l'administration ou l'autorité métropolitaine face à l'incertitude ou l'insécurité. En 1901, le gouverneur Fayet a voulu tuer le fantôme kanak. Il est cependant impossible d'enterrer à jamais les spectres en question. Enracinés à la fois dans le réel et l'imaginaire, dans les violences actuelles, les rumeurs, les craintes, l'irrationnel ou l'ambiance de conspiration, ils ont résisté à tous les efforts visant à les conjurer au cours du XXe siècle. Pour les historiens, ils présentent aussi un certain défi, à savoir comment les aborder sans les reproduire et sans les accepter, ni les nier aveuglement, et en reconnaissant les structures et rapports de pouvoir dont ils sont souvent l'expression. Ça a été l'enjeu principal du livre. Donc, je vais terminer là. Que vous avez des questions. Je vous passe le micro, ou bien des remarques, ou bien des approfondissements. Voilà. Bonsoir, merci Adrien pour ton exposé. Il y a un mot qui m'a échappé, la carotte, qui circulera. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas ce mot carotte. Finalement, je n'ai pas tellement réfléchi aussi, mais... C'est peut-être un détail, mais enfin, je vois une carotte qui circule, mais c'est un terme que je ne connais pas.
Voilà, là, vient de passer. Ouais. Vu le mécontentement causé par la réquisition des travailleurs, le jour comme en 1917, la carotte circulera indiscrètement dans les tribus. Oui. C'est une monnaie de guerre? C'est ça l'idée, je pense. Enfin, ouais. je dois dire, je n'ai pas. Il y a plusieurs. Ce serait un bon exemple d'un mot où je n'ai pas fait la recherche linguistique pour voir exactement ses origines, mais je l'ai compris comme ça, qu'il évoque ce qui s'est passé en 1917, la circulation d'une monnaie de guerre, la circulation d'un appel à la guerre. C'est tout, mais c'est une bonne question. Je laisse la parole à quelqu'un. Merci, Adrian. On m'a donné un micro. Apparemment, il faut que je pose une question. Je me demande si en fait on n'est pas là dans le contexte de la révocation progressive en fait de l'indigénat là, en tout cas de la perspective de la révocation à cette date-là. Et si en fait c'est pas parce que c'est une archive de la gendarmerie, alors je me demande si c'est pas un propos carotte tel qu'on l'entend en français courant, qui est quelque chose qui motive quelqu'un, quoi. Comme une carotte qu'on met devant un âne pour faire avancer un âne. Et si c'est pas la carotte de éventuellement la libération progressive qui va faire que les gens vont rentrer vont demander à être de plus en plus, à ne plus être indigènes, quoi, et que du coup, en fait, ils se rallieront à ce mouvement et donc à partir, quitter peut-être les exploitations, le travail. Enfin, je sais pas. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Mais enfin, bon, peut-être que c'est complètement autre chose. Hein, je sais pas. C'est intéressant. En tout cas, moi aussi, je suis un peu comme Mike. Je m'interroge sur le sens de la carotte. Juste pour rebondir un peu. Enfin, c'est dommage que Philippe ne peut pas être ici ce soir, le traducteur, parce qu'une des choses qui était assez intéressante pour lui en tant que traducteur, c'était pas cet exemple-là parce qu'il n'est pas dans le livre, mais dans les autres, le langage des gendarmes du début du XXe siècle a posé vraiment des questions autour le français qu'ils ont utilisé à l'époque. Et donc il y avait vraiment enfin je peux pas les donner ici, mais des exemples très intéressants des phrases et expressions qui ne sont plus, enfin, même à l'époque, étaient peut-être partie d'un argot un peu différent, qui était vraiment intéressant au niveau linguistique. Linguistique de gendarmerie, c'est intéressant, quoi. Ouais. Pardon, mais... Non, voilà. Et, merci, Adrian. Je voudrais revenir sur le fait que vous avez dit la violence des Kanaks servait du coup de prétexte au maintien du régime. Il y a quelques années, l'universitaire et l'indépendantiste hawaïenne Aonani Keitrask, dans un speech, elle posait la question qui bénéficie de l'incapacité des Hawaïens à s'organiser et qui bénéficie de la misère des Hawaïens. Et moi, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps cette vidéo et ça m'a marqué parce qu'on remplace Hawaiian, Native Hawaiians ou Kanaka Maoli avec Kanak et c'était parfait pour le contexte actuel. Et du coup, je vais poser un petit peu la même question parce que finalement, c'est la réponse, la présentation, qui bénéficie de la violence des Kanaks ou de la façon dont la violence des Kanaks est parlée, ou de la violence des Kanaks dans l'imaginaire, peut-être, on peut dire. Et comment cette violence, ou cette violence imaginée ou réelle, elle est instrumentalisée. Voilà. Donc moi, je suis intéressée par la fin de votre présentation sur, disons, l'héritage de ces spectres. Et ce qui est intéressant avec les spectres, c'est que c'est des undead,
donc il ne meurt jamais. Donc je voudrais savoir si, votre avis, est-ce qu'on peut interpréter par exemple ces discours qu'on retrouve dans les médias contemporains sur la délinquance et la criminalité comme un spectre ou voilà, de cette figure de l'indigène violent. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme un spectre? Par exemple aussi, je pense, il y a quelques jours de ça, il y a eu un article dans les Nouvelle-Calédoniennes sur Néaoutine qui a parlé sur ce qui s'est passé avec la SLN. Et le titre, c'était quelque chose comme « Néaoutine s'en prend violemment à la SLN ». On lit effectivement ce qu'il a dit, il y avait rien de violent, mais dans le titre, en fait, c'était « framed », comme s'il avait physiquement agressé des représentants de la SLN. Bon, ça, on le retrouve très, très souvent dans les médias, dans les Nouvelles-Calédoniennes notamment. Donc voilà, ma question, c'est est-ce qu'on retrouve ces spectres aujourd'hui? Est-ce que la délinquance et la criminalité, ces discours-là, sont symptomatiques de ces spectres? Donc je dois être prudent, mais une des choses clés que j'ai dit, c'est que nous sommes en présence des mêmes structures. Il faut s'interroger sur les structures qui vont influencer les médias, les propos des gens, les choses comme ça. Et donc je ne dirais pas qu'il y a forcément un lien direct avec les spectres de 17 ici dans ces exemples, mais je suis presque certain qu'il y a dans sous-entendu, il y a, oui, bien sûr, les autres, ce qui se passait dans les événements, les choses comme ça, et plus généralement, oui, plus ou moins, je suis d'accord. Ce sont des exemples d'une mobilisation, une manipulation de manière de représenter les choses qui mobilise une image de la violence pour ses propres fins. Et donc, dans tous les cas, il faut s'interroger exactement à qui ça sert, c'est quoi l'enjeu en question, c'est quoi les rapports de pouvoir en présence. Oui, pardon, je m'exprime mal aujourd'hui, ce soir, c'est terrible. Mais ouais, merci pour le commentaire parce que moi, je le trouve très intéressant. Si je peux juste rebondir sur ce que vous avez dit, il y a quelques années à Nouméa, on ne pourrait plus dire que des Kanaks vont sortir des tribus pour attaquer Koné, attaquer Nouméa, etc., etc. Mais il y a quelques années, au moment de Noël, en fait, il y a un ensemble de choses comme ça qui ont circulé sur Nouméa. Vous vous en souvenez, très nettement. Et donc, en fait, toutes les boîtes de nuit ont fermé. C'était pour le 1er janvier. Et ça a été relayé extrêmement rapidement, comme quoi des Kanaks allaient descendre sur Nouméa. Et les Wallisiens se sont sentis visés dès le départ. Ça a vraiment circulé. Les fêtes de 1er janvier ont été annulées et toutes les boîtes de nuit ont été fermées. Donc, voilà. La question, c'est est-ce que c'est une manière moderne de remettre quelque chose à ce... Après, il faut le montrer. Donc, Mais il faut dire aussi que notre parti, c'est la manière, j'ai dit dans la conclusion, cette image de la violence peut être aussi un arme des faibles dans un certain contexte. Et dans la Calédonie, l'exemple des événements le plus parlant, c'est le célèbre Éloi Machereau avec sa hache détruisant les urnes électorales. C'est un exemple par excellence de cette utilisation aussi d'une image qui projette une certaine force avec aussi. Ouais. Merci pour votre présentation. Moi, ce que je voulais dire, c'est la question qui a été posée à propos
ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une situation en Calédonie, vous l'avez expliqué, puis on le sait hein, depuis toujours, cette situation qu'il faut dire comme les mots, hein, ce que vous avez dit, situation coloniale par rapport au kanak. C'est pas simple pour beaucoup d'entre nous, même si on est calédonien, on est des militants, on peut le comprendre, n'étant pas kanak. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à chaque occasion où il y a une situation conflictuelle qui part des kanaks, mais c'est même faux de dire qu'elle est imaginée par les kanaks. La violence, elle vient pas des kanaks, elle vient d'ailleurs, ça vous le savez. Quand Tataï a fait cette révolte en 1878, le motif était surtout la question foncière. On ne parlait pas d'autre chose. Ce qui a beaucoup façonné après la politique indigène, répressionnaire d'ailleurs. Et ça a été un conflit permanent jusqu'à ce jour. On ne peut pas l'oublier, ça. Oui, c'est une violence structurelle. Voilà. En 1917, moi j'habite à Koné depuis une trentaine d'années. Je ne suis pas là-haut, hein. J'ai toujours vécu à Nouméa. J'ai longuement étudié à Paris. On a beaucoup discuté de cela. Ce que vous voyez là en ce moment, j'étais là lorsqu'on l'a inauguré. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de destruction de ce monument, justement parce que beaucoup de clans ne comprennent pas trop encore. Bon, ça, c'est une autre question. Mais 1917, on a pris comme référence à la révolte des Kanaks la guerre de 17. Bon, peut-être que vous l'avez expliqué, l'envoi forcé hein, des Kanaks qu'on ne voulait pas au début de la guerre, jusqu'en 1916, suite à l'hécatombe qu'il y a eu en France, de tous les Français, les Occidentaux. Donc on a dit il faut prendre les tirailleurs, non seulement ici en Calédonie, mais à Tahiti, et aussi en Afrique et ailleurs. Ça, c'est une question aussi qui a été dit, et puis on répète, c'est toujours la guerre de 17. Pas la guerre de 17, oui, la guerre de 17 en Europe. Quand il y a eu Éloi, ce que vous venez d'évoquer, c'était aussi contre ces élections forcées et qui ne répondaient pas aux aspirations des Kanaks, de la Ligue des Kanaks. On le retrouve encore aujourd'hui avec l'USTKE qui refuse de voter. Je veux dire tout ça, y compris les événements de 80 que moi j'ai pas vécu, j'étais en Europe, mais on a beaucoup suivi ça avec intérêt. Ce que je voulais dire, tous ces espaces de lutte qu'il y a eu, 18, 78, 17, et ensuite 1980, les années 80, et puis cette violence que la personne évoquait tout à l'heure à propos de la délinquance aujourd'hui, il y a un dénominateur commun dans tout ça. C'est la situation de ce pays. La situation qui n'est pas celle des Kanaks. C'est vrai que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, de non-Kanaks, de comprendre ça. Mais le Kanak, il réagit toujours par rapport à cette situation coloniale. Toujours. Et on peut trouver n'importe quel argument en face, que ce soit le foncier, que ce soit la guerre 17, que ce soit le vote électoral, et même UVA d'ailleurs. S'il y a eu UVA, on sait très bien pourquoi qu'il y a eu UVA. Parce qu'il y avait 2 votes le même jour pour deux destinations différentes. Donc c'est toujours ça. Le Kanak, il réagit toujours comme ça. Et aujourd'hui, si on en est à cette délinquance, tout ça, souvent je réfléchis à cette délinquance. C'est vrai que ça me touche aussi de voir toutes ces choses qui s'y passent. Mais essayons de réfléchir. Qu'est-ce qu'a fait la France pour dominer les Kanaks ici? Hein? Les Kanaks ont été presque disparus. Et justement, le pasteur Lénard évoquait tout cela. En 1903, vous savez, lorsqu'il est arrivé, des administrateurs ont dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire? Dans 20 ans, il n'y a plus un Kanak ici. »
Donc il y avait un génocide qui était en cours. Et la révolte de 78 a évité cette situation. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner, même si c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, eh bien, cette violence, il y a un chemin continu, complètement, qui se fait à des phases différentes, mais qui a toujours le réflexe d'être contre la France. Voilà, je pense que c'est ce que vous avez voulu expliquer dans votre livre. Je sais que vous avez écrit avec Alban Bensa, mais vous essayez d'expliquer comment on en est arrivé à cette révolte de 17. Merci. Merci. Une autre question? Personne ne veut rebondir? Mesdemoiselles, vous n'avez... Très bien. Donc, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste faire une remarque. Comme toutes les deux, on vient juste d'être licenciés en histoire. Et je voulais juste vous remercier parce que votre travail et votre présentation, elle m'a aidée par rapport à un devoir que j'avais à faire cette année sur un rebelle. Donc, j'ai retrouvé un peu le personnage que j'ai étudié et il s'agissait du rebelle type. Et du coup, il y avait beaucoup de choses, parce qu'on avait étudié aux archives territoriales, et il y avait beaucoup de choses que j'ignorais et que grâce à votre présentation, j'ai pu aujourd'hui comprendre et plus analyser et comprendre en fait le contexte de 1917. Du coup, je voulais juste vous remercier. Okay, merci. Une dernière question? Je le dis un peu tard, mais vous pouvez vous nommer avant. Je voudrais juste dire aussi que j'ai mis mon mail sur la présentation là, donc, parce que s'il y avait des questions que vous ne... Si vous aimeriez prendre contact avec moi avec des questions et commentaires, ils sont les bienvenus aussi. Donc, mais... Pas de souci. D'abord, merci, c'était très intéressant. C'est un sujet que j'en ai très peu. Et je voulais revenir sur ce mot événement. Et est-ce que dans la littérature et dans les archives, on parle de cette époque en tant qu'une guerre ou des événements, comme on parle des années 80 ici aujourd'hui? Merci. Pardon, je suis en train de... le mot événement à l'époque, enfin, dans le livre, enfin, je parle un peu des mots qui ont été utilisés à certains moments et les implications de ces mots, parce que pour comprendre la guerre, le son des mots, c'est très important. Juste pour donner un exemple, pardon. Au début de la guerre, le gouverneur parle de la guerre comme ce n'est pas une guerre, il dit, c'est juste quelques opérations de police, pas de problème ici. Mais dès qu'on dit que c'est le gouvernement local qui doit payer pour les opérations de police, il se trouve à partir d'un certain moment, et c'est mieux de parler de guerre parce que ça implique l'État et l'État va payer un peu plus pour l'armée qui a été mobilisée, des choses comme ça. Donc même en 17, les mots utilisés par l'administration changent selon le contexte économique, politique, le rapport avec à la fois
les mots utilisés dans la presse, à la fois les mots utilisés pour expliquer la situation à Paris. Et donc, cette question des mots revient au moment du procès. Donc, où on a les argumentaires de la défense pour dire que finalement, ces gens-là ne sont pas citoyens. On ne peut pas les accuser d'être en révolte, que c'est peut-être... enfin, il y a plusieurs argumentaires. Enfin, je ne vais pas essayer de les répéter tous, mais ces questions sont vraiment pertinentes. Donc, on parle... c'est vrai qu'on ne parle rarement de la guerre, mais dans mes recherches, moi, je préfère parler de la guerre. Pas seulement, oui, il y avait une révolte kanak, mais il y avait aussi une répression européenne et française. Et donc, pour parler de la guerre, c'est le mot guerre qui convient beaucoup mieux, finalement, que les autres choses. Dans le livre avec Elban et Yvan, le sous-titre, c'est la guerre kanak de 1917. Mais là, c'est parce que ce livre-là porte sur les textes et récits kanak de la guerre, comment la guerre a été ressentie et côté kanak. Donc, il y a d'autres mots qui ont été utilisés, affaire de Tiamu, le massacre des Grassins, les choses comme ça. Et il y a d'autres mots qu'on utilise rarement. On parle pas... Ouais, la guerre européenne française 17, ça fait un peu peur. La guerre calédonienne de 17, on pourrait le dire aussi. Il y a beaucoup de... Si c'est le massacre des Grassins qui était bien remarqué par les colons de l'époque, il y a d'autres événements qui sont beaucoup plus importants pour les Kanaks, par exemple ce qui s'est passé à Tovin ou à Tendo, par exemple. Donc, oui, donc si vous avez l'occasion de lire le livre, vous trouverez que cette question des mots est expliquée un peu. Et c'est le problème maintenant parce que c'est écrit en 2010 et moi je commence à... la mémoire n'est pas très forte. Ouais. Et maintenant c'est en français. Moi, je voulais juste faire une petite remarque sur le fait que événement, ça a quand même été assez souvent utilisé par l'administration française à chaque fois qu'il y a un souci colonial. Notamment, on parlait des événements d'Algérie. Avant de parler de la guerre d'Algérie, on a longtemps parlé d'événements. Même quand on mobilisait les jeunes hommes, même les conscrits qui allaient faire la guerre en Algérie. Donc je pense que c'est une espèce de litote et d'habitude de l'administration française de minimiser. Mais justement, comme vous dites très judicieusement, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à partir du moment où il faut commencer à payer, bon, enfin là concrètement ça devient une guerre. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose de plus important. Voilà, c'était juste un petit ajout. Quelqu'un... Oui, je voulais juste ajouter l'utilisation de mots événements. Je le considère toujours comme un euphémisme. Mais en fait, la terminologie autour de l'utilisation des gendarmes ou les forces armées sur un sol souverain donc, doit être une guerre. On parle des Maori Wars en Nouvelle-Zélande, donc on n'a pas de complexe, mais c'est vrai que le mot événement, ça m'a toujours... fait tiquer parce que c'était quand même des guerres. Si je me rappelle bien, je pense que le mot événement autour de 17, ça rentre surtout avec l'article de Jean Guillard en 1970. Il parle, c'est le titre de son article, les événements de 1917. Donc c'est surtout à ce moment-là que donc c'est avant les événements de Calédonie, mais après les événements d'Algérie. Oui. Et je terminerai là-dessus. Je ne pense pas que événement soit un mot qui est spécifique du monde colonial, parce qu'on a parlé aussi des événements de mai 68. Et pour une note un peu plus légère,
Il y a ce sketch très connu de Coluche qui raconte la période où il est étudiant, enfin en tout cas où il aurait aimé être étudiant, et où il dit à l'époque, en 68, j'ai été à l'école jusqu'à ce que ça ferme. À l'époque, c'était les événements. Alors bon, c'était la guerre, mais quand les Français tapent sur les Français, on appelle ça les événements. C'est la citation de Coluche, mais je trouve qu'elle est assez intéressante. Merci. Florence, juste une précision d'une ancienne militaire. On ne peut pas dire la guerre parce qu'il n'y a pas d'ennemi. On ne peut pas avoir pour ennemi quelqu'un qui est dans la même nation que soi. C'est pas possible. C'est pas un ennemi, c'est un opposant, mais c'est pas un ennemi. Donc s'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de guerre. Et l'ennemi est clairement représenté sur une carte, par exemple, par la couleur rouge, alors que les amis vont être représentés par la couleur verte. Ça, c'est comme ça pour tout le monde, pour toutes Oui, les... ça, c'est la guerre européenne. C'est une vision européenne. Je dirais c'est plutôt une vision de l'OTAN plus qu'européenne. Mais les Américains font comme nous et les Anglo-Saxons font comme nous aussi. Et les Soviétiques, à l'époque, faisaient l'inverse, c'est-à-dire que amis, c'était les rouges et les ennemis, c'était les verts. C'est un sens légal et strict. En tout cas, on ne peut pas parler d'ennemis lorsque quelqu'un a la même nation que soi. Je suis pas et d'accord. pourtant, il y a des guerres civiles. Non Oui, je suis un kanak des îles. En parlant de guerre, on va parler d'Ouvéa. En temps de paix, l'armée française a fait la guerre contre les Kanaks. Ça, il faut que je vous rappelle. C'est l'histoire. C'est mon histoire. Merci. Et merci pour votre présentation. Merci. On clôt les discussions ici. En tout cas, je voulais vous rappeler deux choses avant de remercier Adrian. Le livre va se trouver donc dans les librairies. Il va aussi être à la bibliothèque, donc en consultation sans problème. Si vous avez des questions, des demandes de mails, etc., vous pouvez donc passer par les presses sans aucun problème. Au contraire, il y a un relais qui se fait, et puis comme ça vous permettra de connaître les presses. Et puis, un grand merci à Adrian. Ah oui, je reviens sur une chose aussi, sur le site des presses. Il y aura, s'il ne l'est pas déjà, la conférence qu'Adrian a faite en novembre dernier et qui vient complètement en complément aussi de celle-ci, avec des questions aussi et un débat extrêmement intéressant sur des questions justement moins de violence mais de peur, vraiment qui était posée à la fin. Voilà, Adrian, un grand merci. Et puis, vous aurez entre les mains le livre. Vous l'avez déjà qui a circulé, mais le livre très bientôt. Merci beaucoup. Merci.